Cotonou a accueilli une rencontre de sensibilisation des membres de l'association des grogneurs du Bénin ce jeudi 3 mars 2022. Ceci dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée par le gouvernement du président Patrice Talon. 28 nominations des mesures qui touchent l'éducation et la santé, mais aussi l'élaboration des nouveaux projets du Millennium Challenge Account sont entre autres les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 2 mars 2022. Nous y reviendrons. Et puis en interactualité, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain dans une lettre mise en ligne ce jeudi. Nous en parlerons également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire, le développement à suivre. Absolument. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur votre télévision, Speedline Télévision. Je l'ai annoncé en titre, Cotonou a accueilli une rencontre de sensibilisation des membres de l'association des grogneurs du Bénin ce jeudi 3 mars 2022. Ceci dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée par le gouvernement du président Patrice Talon. L'objectif est de mieux s'informer sur le mal ainsi que sur l'importance des vaccins déjà présents sur le territoire national. Romaric Dossa et Pierre Akapo nous en dit plus. La campagne de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national suit son cours. L'objectif des autorités sanitaires est d'atteindre au moins 60% de couverture. Face à la faible couverture globale enregistrée, le gouvernement juge nécessaire une rencontre pour sensibiliser les leaders d'opinion sur les bienfaits des vaccins. Vous imaginez que 60% prévu et nous sommes à 27% aujourd'hui. On a encore vraiment dans du chemin. C'est une campagne qui se déroule dans le contexte actuel d'infodémie, de rumeurs et de fausses informations nécessitant l'implication de tous, principalement des personnes influentes comme vous, leaders d'opinion. Mesdames et messieurs, le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui donc de la mobilisation des populations en vue de leur adhésion à la vaccination. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés des équipes du ministère de la Santé afin de mobiliser les auditeurs radio à se faire vacciner. Si nous devions compter sur vous, nous pensons aussi que renforcer votre capacité permettra d'atteindre l'objectif que nous visons. Au cours de la séance, les participants ont eu droit à plusieurs communications, dont celle axée sur la cartographie des rumeurs. Les réponses à ces rumeurs changent désormais la mentalité des grogneurs. L'association des grogneurs du Bénin salue ensuite les efforts fournis par le gouvernement pour la protection des populations contre la Covid-19. Elle rassure de la détermination des leaders d'opinion pour l'atteinte de l'objectif fixé par le ministère de la Santé. 28 nominations, des mesures qui touchent l'éducation, la santé, mais aussi l'élaboration des nouveaux projets du Millennium Challenge Account sont entre autres les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 2 mars 2022. Les précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouidji. Les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion
et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. À la suite du séminaire organisé, à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'enseignement supérieur, il a été retenu d'engager des réformes en profondeur aux fins de sa réorganisation. Il s'agit particulièrement de asseoir une politique et un régime de gouvernance des universités nationales, mettre en place un mécanisme d'assurance qualité de recrutement des enseignants par l'instauration d'un fichier des aspirants, instaurer un dispositif d'évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants. C'est pour concrétiser ces réformes que le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur, rémunération des personnes nommées dans les fonctions universitaires de direction, de même que les décrets fixant le cadre général de création et d'organisation des écoles doctorales dans les universités publiques, le cadre de création et d'organisation des chaires dans les dites universités, puis le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les ministres intéressés assureront la mise en œuvre diligente de ces actes réglementaires. En point 2, mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation MCC. Après la réalisation du compact Millennium Challenge Account 2, le conseil d'administration du MCC a retenu que notre pays est éligible à un nouveau programme, cette fois-ci de dimension régionale. Le dit programme est destiné à soutenir des projets dans le secteur des transports en vue de promouvoir l'intégration économique, l'accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu'une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. Dans cette perspective, il incombe à notre pays de mettre en place un cadre institutionnel composé d'un comité de pilotage et d'une équipe technique de formulation du compact. Celui-ci sera notamment chargé de contribuer à l'identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC, la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC des principales composantes du programme d'investissement régional, la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques, la négociation puis la signature de l'accord de don. C'est à cette fin que le décret subséquent a été pris et les ministres concernés instruits à l'effet d'assurer le fonctionnement optimal de l'équipe ainsi constituée. Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin à la formulation du dit compact. En point 3, réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin. Le Bénin donne sa position sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbéji, l'a fait savoir ce mercredi. C'est au cours du point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres pour le Bénin. Les deux parties ont intérêt à dialoguer. Suivons-le ici dans cet élément. La situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les parties ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale afin que ces tensions soit derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu deux phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au XXIe siècle. Et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela
Les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces deux phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit et qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. Une série d'audiences au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata. Elle a reçu 3 différentes délégations. Elles étaient toutes présentes pour présenter des différents projets. Suivons ici le compte rendu. La vice-présidente de la République du Bénin a reçu en audience 3 différentes délégations. La première, ce sont des acteurs du projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin dans la filière riz. C'est un projet que nous avons, le Canada appuie depuis 2017, qui se terminera en 2023. Et comme nous sommes à la dernière année du projet, nous estimons que c'est très important cette dernière année pour la capitalisation des activités du projet et penser à la durabilité. Et la durabilité pour nous, c'est vraiment d'outiller les femmes qui ont fait partie du projet, qui travaillent dans la filière, dans la production, dans la transformation, dans l'approvisionnement. C'est vraiment les appuyer pour que lorsque le projet soit terminé, qu'elles puissent continuer ces activités et surtout, comme je l'ai mentionné plus tôt, d'avoir accès au marché local. Ensuite, c'était au tour d'une délégation de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou qui ont parlé de fond en comble de leurs produits. Oui, Madame la vice-présidente n'a pas fermé la porte à cette opportunité. C'est vrai que cela est différé pour que nous puissions mettre nos meilleurs produits en stage dans toutes les institutions de la République. Et elle a trouvé cette idée aussi très géniale. Elle nous a remercié par rapport à cet effort qu'elle fait parce qu'aujourd'hui, les dirigeants des universités doivent comprendre que la gestion des universités a changé. Nous avons changé de cap et que l'université doit être considérée aujourd'hui comme une entreprise. En témoigne également la présence des conseils d'administration dans les universités. Et pour finir, ce sont les membres de la fondation Reine Rangbe qui ont présenté un livre parlant de l'autorité de la femme. Ce qui nous pousse vers la vice-présidente, c'est ça. Dans ce livre, on a parlé de 4 femmes. Comme vous voyez le titre, 4 héroïnes de l'histoire de l'Afrique. On sait que des femmes ont dirigé dans ce pays. Donc, il faut que nos enfants connaissent cette partie de notre histoire, cette partie de l'histoire africaine. C'est pour ça qu'on a commencé par recenser des femmes d'exception. Aujourd'hui, les filles du Bénin, les garçons du Bénin savent qu'une femme est au sommet de l'État. Qu'une femme peut être, si elle est vice-présidente, elle peut être présidente. Donc ça veut dire qu'une femme peut diriger. Et ça, c'est un message très fort. Une fondation qui met un accent particulier sur les femmes héroïnes et battantes.
Ressourcer des écoliers dans l'histoire de leur pays par son patrimoine. Cette vision du président de la République, Patrice Talon, s'est traduite par l'ouverture des visites pédagogiques des œuvres royaux et contemporaines exposées donc au Palais de la Marina. Des élèves de plusieurs établissements ont fait leur immersion à la Marina. Reportage. Dans la politique culturelle du président de la République, Patrice Talon, il est permis aux jeunes apprenants d'aller à la source de leurs histoires, ce qui justifie ces présentes visites pédagogiques des œuvres royales contemporaines exposées au Palais de la Marina, où l'occasion leur a été donnée de reproduire des images de leur choix et des parts des artistes. J'ai visité les expositions et j'ai trouvé que certaines œuvres d'art racontaient vraiment l'histoire du Bénin. Je suis venue ici pour regarder les œuvres d'art. Après avoir regardé, voici ce que moi-même j'ai pu dessiner et faire. Je suis contente d'être venue à la présidence, très contente et d'avoir pu dessiner avec mes amis. Pour la circonstance, nombreux d'entre les jeunes visiteurs se sont fait accompagner de leurs géniteurs. Ce sont des impressions de devoir accompli, puisque depuis le début des expositions, ils me pressaient de venir, de les amener voir. Et hier, quand on était là, ils étaient pressés d'exprimer aussi leur talent artistique. Donc, ils ont même commencé hier à dessiner. Et c'est hier qu'on a appris qu'il y avait la possibilité de participer à un atelier avec des artistes professionnels. Et j'étais aussi heureux de constater la présence effective de ces artistes à leur côté aujourd'hui. L'exercice pédagogique à l'endroit des enfants est salutaire. Il doit désormais figurer au cahier de charge des établissements publics comme privés. Aux parents, c'est une invitation à laisser les enfants venir faire cette expérience. L'expérience non seulement de la visite, mais l'expérience aussi du dessin. Dessin ensemble, le fait d'être aussi avec les autres permet de sympathiser, de les connaître et permet aussi de travailler en équipe. Il y a plusieurs objectifs. Le premier déjà, c'est que les enfants puissent eux aussi profiter de cette expérience d'exposition. Donc l'atelier se déroule en 1 heure, en 2 parties. Donc la première partie dure à peu près entre 10 et 15 minutes. Il s'agit d'une mini-visite qui permet aux enfants de découvrir des œuvres qui ont été sélectionnées par les artistes formateurs. Et ensuite, il y a donc la deuxième partie, 45 minutes de pratique, de dessin. Et en fonction des niveaux des enfants, on va faire du coloriage, on va dessiner un détail précis d'une œuvre ou reproduire une œuvre. Vos enfants seront épanouis, ils vont apprendre des choses sur les objets et les œuvres qui sont exposées ici. Pas de conditions particulières pour participer à cet atelier de dessin qui ainsi démarre. Les enfants de 3 à 14 ans sont donc les bienvenus à cette activité associée à l'exposition des œuvres culturelles. Dans le reste de l'actualité au Congo, un dialogue politique est bondé par l'opposition. C'est à Ouando, au nord du Congo, que se tient depuis ce jeudi. Et cependant 4 jours, la concertation politique pour le gouvernement, cette rencontre devrait donc permettre aux différents partis de dialoguer. Des élections législatives prévues pour juillet 2022, sauf que l'événement a été bondé par l'opposition congolaise. Suivons ici le résumé. C'est à Ouando, au nord du Congo, que se tient à partir de ce jeudi et pendant 4 jours une concertation politique. Pour le gouvernement, cette rencontre devrait permettre aux différents partis de dialoguer des élections législatives prévues au mois de juillet. Sauf que l'événement est boudé par l'opposition. Ce qu'il faut, c'est pas penser à ce qu'Ouando devrait être, c'est penser à créer les conditions d'un vrai dialogue national inclusif qui réunit toutes les filles et tous les fils du Congo. Pour une partie de l'opposition, ce dialogue devrait plutôt traiter de la crise que traverse le Congo à plusieurs niveaux. Une crise qui est notamment politique, avec des prisonniers politiques toujours en détention. Les élections législatives de juillet interviendront après la présidentielle de mars 2021, remportée par Denis Sassou Nguesso avec plus de 88% des suffrages.
Un scrutin contesté par l'opposition et une partie de la population. L'Ukraine et Russie, on en parle toujours. Les deux pays ont convenu ce jeudi à l'issue d'une session, la deuxième donc, de pourparlers, d'organiser des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des zones de combat. Ont annoncé donc ces deux parties. Malheureusement, il n'y a pas encore des résultats escomptés par l'Ukraine. L'objectif était d'obtenir au mieux un cessez-le-feu. Mais cette deuxième session de pourparlers, ce jeudi, entre l'Ukraine et la Russie, n'aura débouché que sur des couloirs humanitaires. Les deux États se sont mis d'accord pour organiser ces corridors permettant l'évacuation des civils des zones de combat qui font rage dans plusieurs zones de l'Ukraine. La nouvelle a été relayée par le conseiller présidentiel ukrainien sur Twitter, Mikhailo Podolyak, qui déplore toutefois l'absence de résultats attendus par l'Ukraine. Le représentant de la délégation russe a lui aussi réagi. Je considère qu'il s'agit d'un progrès significatif. Une fois de plus, la Fédération de Russie appelle les personnes qui se trouvent dans cette situation à utiliser ces couloirs humanitaires si les hostilités se poursuivent, ou à tout faire pour faire cesser ces hostilités. La mise en place de ces couloirs humanitaires pourrait inclure un cessez-le-feu temporaire pendant la période d'évacuation, a précisé le représentant de la délégation ukrainienne. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, en une semaine, 1 million de réfugiés ont fui l'Ukraine. Vladimir Poutine se dit déterminé à poursuivre l'offensive contre l'Ukraine sans compromis. L'opération militaire en Ukraine se déroule selon le plan Poutine. Si l'Ukraine tombe, Moscou s'attaquera donc à l'Europe de l'Est, prévient toutefois Zelensky. Vladimir Poutine reste déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine. Le président russe a affirmé que tout se passait selon le plan. Une rhétorique guerrière qui n'a pas manqué d'alerter le président français qui s'est entretenu par téléphone avec lui pendant 1h30 ce jeudi. Le pire est à venir selon Emmanuel Macron qui souhaite tout de même maintenir le contact avec un Vladimir Poutine intransigeant qui affirme que Russes et Ukrainiens sont un seul et même peuple. L'objectif du Kremlin reste la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays. Les propos de Vladimir Poutine à l'égard du régime de Kiev sont extrêmement virulents. Aujourd'hui, sur le territoire ukrainien, nos soldats se battent pour la Russie, pour une vie pacifique des citoyens du Donbass, pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, afin que toute rhétorique anti-Russie créée pendant des années à nos frontières par l'Occident ne puisse pas nous menacer, y compris avec des armes nucléaires. De son côté, le président ukrainien a martelé que si son pays était défait par la Russie, les pays baltes et l'Europe de l'Est seraient les prochaines cibles du Kremlin jusqu'au mur de Berlin, a-t-il alerté. Volodymyr Zelensky a aussi déclaré être prêt à parler à Vladimir Poutine, seule solution selon lui pour arrêter la guerre. Nous allons restaurer chaque maison, chaque rue, chaque ville et nous disons à la Russie « Apprenez les mots réparation et contribution. Vous rembourserez intégralement tout ce que vous avez fait à notre État, à chaque Ukrainien, et nous n'oublierons pas tous ceux qui sont morts. » Le président ukrainien a signé lundi une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne, une possibilité qui n'est pas exclue par Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a annoncé que l'Ukraine serait d'ailleurs connectée au réseau électrique de l'UE dans les prochaines semaines pour la rendre moins dépendante de Moscou. Les 3 vagues de sanctions que nous avons introduites ont déjà un impact sur l'économie russe et donc sur l'effort de guerre de Poutine. Et nous prendrons des mesures supplémentaires si la situation se détériore sur le terrain. Restons toujours en Ukraine. 2% de la population a été contrainte de fuir les bombardements. Plus d'1 million de réfugiés sont arrivés dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Images et sons. 1 million de réfugiés ukrainiens en seulement une semaine de guerre. Selon les Nations Unies, c'est l'exode le plus rapide du siècle. Environ 2% de la population est contrainte à l'exil. La plupart des réfugiés se rendent dans les pays limitrophes, en voiture ou en train, pour fuir les bombardements de l'armée russe et l'intensification des combats. La Pologne accueille environ la moitié de ces Ukrainiens qui ont dû tout abandonner derrière eux. Ils sont également en Moldavie, en Slovaquie et en Roumanie.
Ces pays s'organisent dans l'urgence. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, doit se rendre sur place dans les prochains jours. La situation devrait empirer alors que l'armée russe gagne du terrain. De son côté, Londres a annoncé l'ouverture d'une agence à Calais pour permettre aux Ukrainiens souhaitant se rendre au Royaume-Uni de demander rapidement un visa. Malgré la répression de la police russe, des centaines de personnes ont protesté contre l'invasion de l'Ukraine à travers plusieurs villes de la Russie. Images et sons. Des dizaines d'opposants à la guerre en Ukraine ont manifesté hier soir à Saint-Pétersbourg. Malgré la répression de la police, ils ont été placés en détention. Ce mouvement suivait l'appel à la mobilisation de l'opposant Alexei Navalny depuis sa prison. Les manifestations dans la ville russe sont quotidiennes depuis le début de l'invasion. Pourquoi décide-t-il pour nous de ce que nous devons combattre ou pas? Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. C'est n'importe quoi ce qu'il se passe. Je suis contre la guerre. Mon mari est ukrainien, je suis russe, nous avons un fils mi-ukrainien, mi-russe. Je suis contre le fait de tuer nos frères. Cette activiste de 77 ans a elle aussi été interpellée pendant qu'elle manifestait, comme des centaines de citoyens russes. Au 8e jour de l'invasion de l'armée en Ukraine, les mouvements de protestation se sont déroulés dans plusieurs villes à travers toute la Russie. La France à présent, mobilisée par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a finalement officialisé sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain dans une lettre en ligne ce jeudi, et ce alors que les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu'à ce vendredi 18h pour la formaliser auprès du Conseil constitutionnel. À 38 jours donc du premier tour du scrutin, le chef de l'État français peut ainsi donner le coup d'envoi à une campagne électorale largement perturbée, l'une des plus courtes jamais effectuées par un président sortant. Reportage. Bonjour, vous allez bien? Monsieur. Bonjour. C'est la fin d'un faux suspense. À 38 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à un second mandat. Sur la forme, le président a choisi d'adresser une lettre aux Français. Elle a été publiée dès ce jeudi soir sur Internet avant d'apparaître dans l'ensemble de la presse régionale. Mobilisé par la guerre en Ukraine, le chef de l'État aura donc attendu le tout dernier moment pour se déclarer, la date limite étant fixée à ce vendredi. Cette attente a été vivement dénoncée par les rivaux du président sortant. Si sa position de favori reste fragile, tous les récents sondages le donnent gagnant au second tour, quel que soit l'adversaire. La liste officielle de tous les prétendants à l'Élysée sera rendue publique lundi prochain. Et puis ça arrive dans un temps où un optimisme prudent est permis. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Restez surtout fidèles au programme de Line Télévision. Le meilleur, c'est ici.